Le président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, est arrivé en Côte d'Ivoire ce mardi pour une visite officielle de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Nous en parlerons en tout début de journal. Dans ce journal également, nous parlerons de cette journée d'examen, la composition du CEPE. C'était aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. 420 000 candidats y ont pris part. Kandia Camara, elle, s'est rendue dans quelques centres de composition à Bouna. Et puis, nous irons en France où seulement quelques minutes après avoir commis l'assassinat d'un couple de policiers dans la nuit d'hier à aujourd'hui, Larossi Abala, qui a fait allégeance au groupe État islamique, a diffusé en direct une vidéo dans laquelle il a revendiqué ces deux assassinats. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit au bon moment, bienvenue dans votre édition. Le président de la République de l'Inde est à Abidjan depuis le début de l'après-midi. Pranab Mukherjee entame ainsi une visite officielle de 48 heures. Il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage de Viviane Haïma. La République de l'Inde veut intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'avait déclaré le nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghutahali Ravindra, lors de la présentation il y a moins d'un mois de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cet objectif annoncé du gouvernement indien est en train de se matérialiser par cette visite officielle en Côte d'Ivoire ce mardi 14 juin du président de la République de ce pays, son Excellence Pranab Mukherjee. Arrivé aux environs de 12h45 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde en novembre 1962, c'est la première fois qu'une personnalité indienne de si haut rang visite la Côte d'Ivoire. Auparavant, il y a eu des visites en Côte d'Ivoire de délégations ministérielles ainsi que diverses missions économiques. Le choix de la Côte d'Ivoire au cours de cette tournée africaine du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, peut être mis à l'actif des efforts du président de la République Alassane Ouattara, qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire au plan international et la rendre désormais plus attractive au plan économique. Il est incontestable que cette visite officielle du président de la République indienne va renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Malgré la pluie incessante depuis les premières heures de la matinée, hormis la présence des personnalités officielles, le peuple ivoirien dans son ensemble était aussi représenté dans la cour du pavillon présidentiel à travers ses chefs coutumiers, ses autorités religieuses et divers groupes de personnes pour souhaiter Akwaba à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee en Côte d'Ivoire, c'est une première car jamais avant lui, aucun président indien n'avait foulé auparavant le sol ivoirien pour une visite officielle. La Côte d'Ivoire lui a réservé un accueil digne du nom et cela malgré la pluie. Le constat de Mahama Traoré, son reportage est commenté pour vous par Alvor Assa. Le pont Charles de Gaulle aux couleurs nationales. Rassurez-vous, nous ne sommes pas le 7 août, jour de célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement ce mardi 14 juin, c'est l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee. Un pays dont les couleurs du drapeau sont presque identiques à celles de la Côte d'Ivoire. Comme en pareille circonstance, les Abidjanais se sont massivement rendus au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Abidjan pour accueillir l'hôte de marque. Et cela malgré les conditions pluviales. L'enceinte aéroportuaire a même eu droit à une ambiance surchauffée. Preuve qu'il en fallait plus pour décourager les nombreux venus. Au-delà de la manifestation de l'hospitalité ivoirienne, bien de raisons ont motivé cette mobilisation. C'est un pays de 2,2 milliard d'habitants. Le deuxième pays le plus peuplé, voilà, après la Chine. C'est un pays industrialisé. Et la Côte d'Ivoire a noué ses relations avec l'Inde depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec le président Alassane, c'est le renforcement
voilà, de cette coopération. Je sais que en matière de produits cosmétiques, ils sont vraiment forts et puis ils sont beaucoup attachés à la culture, à leur tradition. Et puis on regarde beaucoup leurs films comme Saloni, Vaidei. L'ambiance sera maintenue jusqu'à l'arrivée de l'hôte de marque. Elle va même monter d'un cran à la sortie des deux présidents du salon d'honneur. Après quoi, on peut regagner chez soi avec le sentiment du devoir accompli. 48 heures, c'est la durée du séjour du président indien à Abidjan, un séjour qui vient marquer un tournant important dans la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, deux pays qui entretiennent des relations depuis plus d'un demi-siècle, notamment des échanges commerciaux importants. Cet après-midi, les présidents Alassane Ouattara et Pranab Mukherjee ont eu un tête-à-tête à l'issue duquel ils ont signé plusieurs accords de partenariat. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. L'Inde et la Côte d'Ivoire, deux pays décidés à ne pas être l'un sans l'autre en matière de développement. En témoigne la cérémonie de signature d'accords de coopération bilatérale ce mardi 14 juin 2016 au palais présidentiel à la faveur de la visite officielle de 48 heures du président indien en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément d'accords de siège en faveur de la représentation de la Banque indienne d'export-import Exim Bank India en Côte d'Ivoire. Outre cette cérémonie de signature, il y a eu l'entretien en tête-à-tête entre les deux présidents élargi aux différentes délégations, ce qui a constitué sans plus ni moins l'occasion pour les présidents indiens et ivoiriens d'accorder leur violon sur l'essentiel, c'est-à-dire leur engagement à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. Et puis, vous allez le voir maintenant en images, nous vous proposerons demain soir une interview exclusive du président indien réalisée par nos équipes. Ce sera bien sûr sur RTI 1. Voilà pour le chapitre visite du président indien. On reste tout de même au palais présidentiel où le président Alassane Ouattara a reçu hier les partis politiques membres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les échanges ont porté sur l'élaboration de la nouvelle constitution ivoirienne. Le témoignage d'Awa Touré. Après les rencontres successives la semaine dernière avec les partis politiques de l'opposition, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, ainsi que les guides religieux, la société civile et les associations de jeunes et de femmes, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec les partis politiques membres du RHDP, coalition au pouvoir. Le PDCI-RDA, conduit par son secrétaire exécutif Maurice Kakugikawe, le RDR, avec à sa tête son secrétaire général par intérim Amadou Soumaoro, l'UDPCI, représenté par son président Mabri Touakes, le MFA, amené par son président Anzoumana Montaye, et l'UPC, conduit aussi par son président Nyamia Kona. Tous ces partis membres du RHDP et représentés au plus haut niveau ont marqué leur adhésion au projet de nouvelle constitution proposé par le président de la République qui leur a indiqué au cours de cette rencontre les grandes orientations qui doivent guider les travaux du comité d'experts. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Puis j'ai rencontré les présidents des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter et recueillir les avis, les recommandations pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la Constitution.
De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000, nous n'avions pas d'institution, puisque la Constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République, et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement, et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution, et le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Au terme du processus d'élaboration, le projet de constitution va être soumis à référendum. Un référendum qui devrait être organisé en septembre ou octobre 2016 pour être conforme à la Constitution qui prévoit l'organisation des législatives pour la fin du mois de novembre 2016. À l'issue de cet entretien, les responsables des partis politiques membres du RHDP se sont exprimés au micro de notre reporter. Ils disent approuver l'idée d'élaboration d'une nouvelle constitution. Je vous propose de les écouter. La Côte d'Ivoire a besoin de rentrer dans cette troisième république qui doit s'inspirer donc de nos conflits passés, mais aussi prendre acte définitivement de nos points de consensus, notamment dans le cadre des accords de Marcoussis. Et c'est tout cela qui va faire l'objet donc de la proposition écrite que nous ferons parvenir au président de la République. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a des avancées dans ce projet de texte. Nous avons suggéré au chef de l'État de faire en sorte que cette constitution soit consensuelle et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est dispositions conflictuelles et faire en sorte aussi que les accords internationaux soient respectés, notamment les accords de Marcoussis, tout ce qui a été décidé soit pris en compte dans la réforme constitutionnelle. Non, le PDCI soutient la démarche, adhère aux grandes lignes proposées par le président, d'autant plus que suivant l'actualité politique, vous savez très bien que la vice-présidence fait partie des résolutions du dernier congrès du PDCI RDA tenu en octobre 2013. Le Sénat, en 1998, le PDCI l'avait déjà proposé. La modification de l'article 35 pour le PDCI, c'est déjà fait parce qu'à Marcoussis, c'est le seul article qui a été écrit, adopté de façon consensuelle. Donc le PDCI demande qu'on réécrive exactement dans la nouvelle constitution ce qui a été écrit à Marcoussis. Maintenant, le genre féminin, il faut faire la promotion. L'école obligatoire, c'est important, payer ses impôts, c'est important. Et nous pensons que cette constitution, les idées du président vont amener la Côte d'Ivoire à être un pays démocratique et moderne, où il y a la paix, la démocratie, la séparation des pouvoirs, les libertés publiques. Mais cependant, il y a des grandes idées, mais il y a la façon de les articuler. Donc le PDC a dit qu'il attendait un peu la rédaction, le texte du comité des experts, et il allait donner ses positions définitives. Mais pour l'heure, nous sommes d'accord avec les grandes innovations proposées par le président de la République. Pendant ces échanges, le président nous a fait partager sa vision d'une Côte d'Ivoire qu'il veut moderne, qu'il veut stable, qu'il veut un pays de paix, mais aussi qu'il veut un pays leader. Et nous avons, en ce qui nous concerne, informé le président de nos préoccupations. S'agissant par exemple des postes de vice-président, le président nous a donné sa vision que nous partageons parfaitement parce que ceci permettra naturellement de gérer avec efficacité l'intérim et la vacance du pouvoir. Et puis deuxièmement, nous avons souscrit au fait que la création de ce poste de vice-présidence ne soit pas incompatible avec le maintien du poste de Premier ministre, puisqu'il s'agira d'organiser, de continuer, de coordonner l'action gouvernementale, le vice-président devant aider le président dans la gestion de la politique de la nation. Donc le RHDP s'est senti honoré et a donné l'assurance au président qu'il le soutiendra et qu'il l'accompagnera
dans cette mission salvatrice. C'est parti pour les examens scolaires, les examens de fin d'année. Et c'est le CEPE qui donne le coup d'envoi. Le certificat d'études primaires élémentaires ouvre la série d'examens avec près de 420 000 candidats. Kandia Kamisoko Kamara, la ministre de l'Éducation nationale, était aujourd'hui à l'intérieur du pays, à Bouna précisément, où elle a assisté au déroulement de la composition. Herman Niamien, depuis Bouna. 3078 candidats à l'assaut du CEPE à Bouna. Ces candidats issus des différents établissements scolaires de la commune et des villages environnants composent pour la première fois pour l'obtention d'un diplôme scolaire. Les visages crispés, mais ils se disent confiants. J'ai fait le sujet de l'exploitation des tests. Ça parle de l'enfant de la rue. Je pense que je peux avoir mon moyen parce que je connais un peu. Plus d'1 million de candidats composent pour l'obtention du CEPE en Côte d'Ivoire. Et pour le lancement des examens à grand tirage session 2016, c'est Bouna, le chef-lieu de la région du Bunkani, qui a été choisi. Nous sommes à Bouna pour deux raisons. La première, il y a quelques semaines de cela, cette région a connu des moments difficiles. La deuxième raison, la région du Bunkani faisait partie des régions qui avaient un faible taux de scolarisation. Depuis quelques années, nous avons des résultats satisfaisants. Kandia Kamara a donc sillonné les 4 centres de composition de la commune. Outre les candidats officiels, l'on a pu remarquer la présence de candidats libres issus des centres d'alphabétisation, comme ce monsieur et son épouse venus composer. Bon, avec les encouragements du président de la République, qui a même demandé aux hommes âgés, aux femmes âgées, de faire l'alphabétisation. Et pourquoi moi qui ai fait les bancs, il y a peut-être 25 ans de cela aujourd'hui, pourquoi ne pas réessayer d'obtenir le CEPE et peut-être Dieu m'ouvrira les portes pour l'avenir, pour un bon futur. Il y a même mon fils qui compose aujourd'hui même à Téini. Le courage de ce couple est salué par la ministre de l'Éducation nationale qui encourage d'autres personnes à leur emboîter le pas. Comme il est de coutume à l'entame des examens scolaires, la ministre de l'Éducation nationale a remis des véhicules neufs à certains de ses collaborateurs pour mener à bien leur mission. Ainsi, le directeur régional de l'éducation nationale de Bouna et les inspecteurs des IEP de Transua et Kwasi Datekro ont reçu chacun un véhicule. Ce sont en tout 24 véhicules d'un coût global de 634 millions de francs CFA qui seront remis à certains directeurs régionaux et inspecteurs de l'enseignement primaire. L'étape de Bouna terminée, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue également à Bondoukou où elle a visité quelques centres de composition. Et tout comme à Bouna, nos équipes de reportage étaient déployées dans plusieurs centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Pargasso Rokone, lui, s'est rendu dans quelques centres ici à Abidjan. Son reportage. Centre d'examen du CEPE avenue des Côtes d'Ivoire à Marcory. Il est environ 7h45 minutes. Les surveillants reçoivent les dernières consignes avant le démarrage des épreuves. Malgré la forte pluie, chef des centres, superviseurs, candidats sont présents. Après vérification de l'enveloppe bien scellée par un élève, le chef de centre procède à son ouverture, suivi de la distribution des épreuves. Il encourage et exhorte les candidats au travail. J'encourage tous les enfants qui bravent même cette pluie et qui aujourd'hui sont assis devant les épreuves. Je crois que leur lendemain dépend d'aujourd'hui. Au groupe scolaire Mputo de Cocody, le constat est le même. Candidats, surveillants, chefs de centre, tous sont présents. Aucun incident majeur n'est déclaré. Nous avons commencé à 8 h la première épreuve. Il faut noter qu'elle se déroule très bien parce que les enfants sont arrivés très tôt. Seulement, nous avons noté l'absence de 2 candidats. Nous espérons que ces candidats-là seront là. Concernant les premières épreuves, les candidats sont confiants. Les enseignants, eux, les trouvent abordables. C'est des choses qu'on a fait en classe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà, pourvu qu'ils lisent silencieusement les consignes, ils vont s'en sortir. Nous composons l'exploitation des tests. Je pense que je peux m'en sortir. Ce que le maître m'a montré en classe, c'est ça. J'ai retenu et puis je suis en train de traiter les épreuves. Cette année, 419 591 candidats, dont 186 443 filles, composent dans 4 matières. L'exploitation des textes, l'éveil du milieu, l'orthographe et les mathématiques.
L'examen du CEPE a enregistré ce mardi donc près de 420 000 candidats sur l'ensemble du territoire national. 420 000, dont 186 443 jeunes filles. Un chiffre assez important quand on sait que l'école est interdite aux jeunes filles dans certaines régions du pays. Soro Corona et Kwadio Kwame nous disent par exemple qu'à Bouandougou, seulement 27% des filles sont scolarisées, d'où une sensibilisation accrue des parents. Reportage. La Côte d'Ivoire et ses partenaires déploient de nombreux efforts pour accroître la capacité des établissements scolaires. Des efforts pour donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Efforts souvent infructueux. Le sexe féminin, connu pour être une victime innocente de certaines pratiques révolues. La non-scolarisation donc de la petite fille est toujours d'actualité dans le pays, hélas. Selon les données de l'UNICEF, de 2010 à 2014, 24,6% des filles accèdent à l'enseignement secondaire contre 33,1% des garçons. À Bouandougou, dans la région du Béret, les pesanteurs culturelles et religieuses, la pauvreté et l'exode rural défavorisent toujours la petite fille en matière de scolarisation. Elles sont choisies pour les tâches ménagères. Il n'y a pas suffisamment de jeunes filles au collège moderne de Bouandougou. Sur 711 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016, on compte seulement 201 filles, soit 27% de l'effectif. Nous les encourageons par des prix, nous les sensibilisons sur les dangers de la grossesse en milieu scolaire. Cette distinction, qui est la récompense de la gente féminine, galvanise les jeunes filles à convaincre les parents à investir dans leur scolarisation. Nous demandons aux parents de ne pas laisser les filles à la maison et de ne pas envoyer seulement que les garçons à l'école, mais aussi les filles. La politique de l'école gratuite, initiée depuis 2011 par le président de la République, fait son petit bonhomme de chemin dans cette localité. Si c'est toi qui devais tout prendre en charge, peut-être tu pouvais ne pas envoyer d'autres à l'école parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'école, ça fait que les parents ont le courage d'envoyer les filles à l'école. La saine émulation entre les filles, la politique de l'école gratuite et obligatoire pourront contribuer à éradiquer ce phénomène qui a trop duré. Fléau qui plombe également l'élan d'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 14 juin et c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Une journée qui vise à rendre hommage à tous ceux qui, par cet acte, permettent de sauver ou d'améliorer la vie de millions de personnes. En Côte d'Ivoire, pour être autosuffisant, il faut 250 000 poches de sang, mais le pays n'en produit que 155 000. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine profitent de cette journée pour exhorter les populations à donner de leur sang, car cela pourrait sauver des vies. Ami Sissoko. Trècheville, Centre national de transfusion sanguine. Tôt ce matin, Désiré et Adeline sont venus donner de leur sang, ce liquide précieux à la survie de certains malades. J'ai eu un camarade qui a manqué le sang. Aux environs de 22 heures, on a couru dans tous les CHU. On dit qu'il faut forcément donner le sang. Bon, il n'y avait pas son correspondant de sang. Donc c'est ce qui m'a poussé à donner mon sang. J'ai commencé à donner le sang maintenant parce que vraiment j'ai vu des enfants, des malades souffrir dans les hôpitaux. Je fais le don pour sauver des vies. Pour multiplier ce geste salvateur, des campagnes de sensibilisation sont menées. Malgré tout, de nombreuses vies restent encore à sauver, tout simplement parce que le sang donné s'avère insuffisant. On a pu avoir une poche, on dit, sang concentré. Monsieur de moyen total, donc on a pu avoir le concentré. Le concentré est fini et depuis là, on demande encore des poches de sang. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de sang. Par jour, on peut... Ça dépend, mais minimum 25, mais on peut aller jusqu'à 50, 60. Aujourd'hui, actuellement, je suis à une dizaine de poches. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont évalués à 250 000 poches par an. Actuellement, le sang donné est de 155 000, donc un déficit de 95 000 poches. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, ce qu'on appelle le sang sécurisé, il n'en est pas de même pour l'autosuffisance en produits sanguins, malheureusement. Pourquoi un pays soit autosuffisant en produits sanguins? Il faut que 1 à 3% de sa population donne du sang.
Afin de lutter contre la pénurie de sang, l'OMS exhorte les pays à la mise en place d'un plan d'activité en vue d'avoir du sang sécurisé en permanence et renforcer la sensibilisation sur le don de sang. D'où l'instauration de la Journée mondiale du don de sang ou Journée mondiale des donneurs de sang. Elle est célébrée le 14 juin et la thématique de cette année se penche sur le sang, un lien universel. 60 à 70% de la production nationale du sang viennent des jeunes de 18 à 35 ans. Aujourd'hui, ceux-là vont aller en vacances. La Côte d'Ivoire a besoin de sang. Le sang manque en Côte d'Ivoire parce que les populations ne sont pas mobilisées. Il faut que désormais nous nous levions comme un seul homme pour attaquer nos banques de sang afin qu'elles soient suffisamment approvisionnées en sang pour que demain, personne ne perde la vie parce que nous avons été indifférents. Malgré le progrès de la médecine, le sang n'a pas encore trouvé de substitut, d'où l'intérêt de donner son sang pour sauver des vies. C'est terminé. Il n'est plus possible d'acheter directement des poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. La décision émane du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Désormais, ce sont les structures de santé qui s'occupent du transport du sang. On retrouve Ami Sissoko qui a rencontré le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Il nous explique tout cela plus en détail. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, finit les bousculades pour obtenir du sang. Il n'est plus question pour les parents de malades de s'approvisionner directement en sang et produits sanguins au CNTS. Maintenant, c'est le sang qui vient vers le malade. Cette tâche incombe aux structures de santé qui se chargent du transport du sang et des produits sanguins. Ce changement intervient après les arrêtés 195 et 196 du 20 octobre 2015 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé ayant constaté que cette façon de faire, qui n'est pas la meilleure façon, qui n'est même pas la bonne façon de faire, devrait être, n'est-ce pas, arrêtée, afin d'amener les établissements de soins à avoir en leur sein des banques de sang. Au début, la mesure a eu du mal à être comprise. Les formations sanitaires avaient des difficultés à l'appliquer. Nous avons donc pris notre bâton de pèlerin afin de communiquer, afin de sillonner les formations sanitaires pour leur expliquer, n'est-ce pas, le bien fondé de cet arrêté-là. Aujourd'hui, c'est pratiquement chose faite sur l'ensemble du territoire, parce que le sang a une conservation très difficile. Le sang se conserve entre 2 et 6 degrés. Et donc si vous conservez votre unité, votre produit sanguin dans un réfrigérateur qui n'a pas de thermomètre, dans ces cas-là, le sang devient très dangereux. Se promener avec du sang sorti du Centre national de transfusion sanguine, une époque révolue. Cet homme, par exemple, a connu cette expérience. C'est ici que j'ai appris ça, que je ne dois plus aller là-bas. Ils m'ont dit, mais j'ai insisté. Moi-même, j'étais parti. Quand j'ai présenté le bon, ils m'ont dit de revenir ici, que c'est au niveau du CHU ici. C'est nous qui formulons les demandes et puis le CNTS nous apporte les poches. En cas d'urgence, c'est l'ambulance qui se déplace pour aller chercher la poche de sang. Très bientôt, les parents de malades ne vont plus venir chercher les poches de sang. C'est le personnel de soins qui doit venir chercher les poches de sang. Le Centre national de transfusion sanguine est le seul établissement agréé à distribuer le sang dans les services de santé publique comme privés. Il a donc un droit de regard sur la gestion des stocks livrés aux hôpitaux. Le sang est cédé à un coût forfaitaire fixé par l'État. Dans les CHR, hôpitaux généraux, formation sanitaire, le sang est à 2000 francs CFA, poche adulte et 1000 francs pour enfants. Dans les CHU et hôpitaux confessionnels, il est à 5500 francs pour les adultes et 3000 francs pour les enfants. Dans les cliniques, 12 500 francs pour enfants et 25 000 francs pour adultes. Reportage signé Ami Sissoko. En France, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin, un homme a tué à l'arme blanche un commandant de police et sa compagne à Magnanville lors d'une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Seulement quelques minutes après avoir commis l'assassinat du couple, Larossi Abala a utilisé l'application Facebook Live pour diffuser en direct une vidéo dans laquelle il a revendiqué ces deux assassinats. Il y a prêté notamment allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique. Un combattant de l'organisation de l'État islamique frappe à nouveau la France. Larossi Abala, 25 ans, tue à coups de couteau un commandant de police de 42 ans, puis se retranche ensuite au domicile de sa victime avant d'être neutralisé par le raid après avoir pris en otage la femme et l'enfant de 3 ans du policier.
Plus tard, en entrant dans le domicile du couple, les forces de l'ordre découvrent le corps sans vie de la femme et retrouvent visiblement choqué mais indemne le fils du couple. Quelques heures après, le groupe État islamique revendique l'attentat. Le parquet antiterroriste français s'est d'ores et déjà saisi de l'enquête. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. Ce qui nous importe à nous tous, au sein de l'appareil d'État, à la fois à la chancellerie et au ministère de l'Intérieur, c'est que nous puissions faire avancer cette enquête de manière à mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices. Une réunion de crise a eu lieu ce mardi à l'Élysée. Le niveau de vigilance a été relevé à son niveau maximal. Déjà, 3 proches du tueur sont en garde à vue. Cet énième attentat survient 2 jours après celui d'Orlando aux États-Unis, qui a causé la mort de 49 personnes et fait 53 blessés. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Demain, à ce même micro, vous retrouverez Ami Koulibaly.